bienvenue à cette dernière table ronde de la journée consacrée aux signes d'identification de l'origine et de la qualité et particulièrement aujourd'hui à leur avenir des deux côtés de la Méditerranée, côté français et côté Maghreb. Quel est leur poids respectif dans l'économie des fruits et légumes de ces différents pays et régions? Est-ce que ce sont des démarches adaptées aux différents types d'agriculture dont nous allons parler et de développement que l'on rencontre ici et au Maghreb? Quel peut être éventuellement leur avenir, puisque ce sont des démarches, nous allons le voir, relativement récentes? Quelles sont les autres voies d'identification éventuelles et de promotion des produits qui pourraient être éventuellement plus adaptés? Voilà les différentes questions que nous allons aborder aujourd'hui, avec un plateau de choix. On va commencer par les locaux, si je puis dire, du côté occitan. À ma droite, Pierre Gineb, vous êtes le directeur de Dirkalim, une organisation créée en 1992. Donc vous avez un certain recul, une certaine expertise et expérience dans ce domaine, qui fédère les produits d'origine et de qualité originellement de la région Midi-Pyrénées, mais depuis peu de la grande région Occitanie. À vos côtés se trouve Bernard Boredon, un professionnel producteur de melons et président du Melon du Quercy, une appellation récente dont il va nous parler bien sûr, et nous parler également de son expérience. De l'autre côté, à ma gauche, c'est le plaisir d'accueillir Takidine Cheradi El Fadili. Vous êtes le dirigeant du groupe marocain Matisha Limouna. Bonjour, bienvenue. Et à votre droite, Abderrahmane Ben Khalfa. Vous êtes consultant indépendant spécialiste en microéconomie, mais aussi ancien membre du gouvernement algérien dont vous avez été ministre des Finances en 2015-2016. Merci à tous les quatre. Et puis quelques mots pour lancer nos débats. D'abord pour dire que les signes d'origine, d'identification de l'origine et de la qualité, c'est une vieille tradition française. Elle a plus de 80 ans. Elle s'est d'abord développée dans le secteur des vins, où elles ont connu un immense, et elles connaissent toujours un immense succès. Depuis ensuite, dans les années 60, ça s'est étendu au fromage. Et depuis une vingtaine d'années aux produits agroalimentaires, dont les fruits et légumes pour ce qui concerne la France, mais on le verra aussi ailleurs. Alors j'ai regardé là cet après-midi, fait un petit peu le point. Il y a sur le site de l'INAO, il y a 80 produits fruits et légumes français qui bénéficient soit d'une appellation, soit d'une IGP, soit d'un label rouge. Ça sans compter l'agriculture biologique. Donc 80 en nombre, c'est en tout cas important. Mais contrairement au secteur du vin, ce sont en général plutôt des produits de niche, pas des produits de masse, si on accepte quelques produits un peu plus importants comme la pomme du Limousin ou la clémentine de Corse. C'est une démarche qui s'est étendue à l'initiative de la France, les signes d'origine et de qualité, d'abord au niveau européen via un règlement en 1992 qui ont harmonisé, dirons-nous, les signes d'identification avec les AOP, IGP qu'on connaît bien maintenant. Et puis depuis notamment les années 2000, se sont étendus au niveau international. Et notamment au Maghreb, on y reviendra bien sûr. Enfin en région, on va revenir ici, en région Midi-Pyrénées. Vous avez fait une conférence de presse tout à l'heure, donc mes informations sont fraîches, en tout cas j'espère. Il y a 15 SICO en fruits et légumes en région Occitanie, ou 15 SICO de manière générale, avec l'Occitanie qui est particulièrement en avance, puisque c'est la première région française en matière de SICO, c'est ce que vous avez dit ce matin, avec un poids économique important, puisque je crois que vous avez dit tout à l'heure, vous êtes passé en quelques années de 8 à 25% du chiffre d'affaires, en tout cas, pour l'ensemble des signes d'identification, y compris l'agriculture biologique. Alors c'est un poids économique certain, Pierre Ginèbre, puisque c'est vous qui donniez ces chiffres ce matin. Mais est-ce que le but d'abord de ces appellations, c'est pas de donner une garantie aux consommateurs français? Est-ce que c'est pas d'abord pour le consommateur français qu'ont été créées ces appellations et promues ces appellations? Alors, au départ, effectivement, toutes ces démarches qualité, elles correspondent à une attente et à une demande des consommateurs. Et
elles correspondent aussi à un besoin d'un certain nombre de productions agricoles qui, sur le marché du strict prix, donc du rapport prix-volume, ne sont pas forcément compétitives, surtout dans un marché de plus en plus ouvert et de plus en plus international. Donc un certain nombre de productions dans notre grande région Occitanie ne doivent leur survie et ne doivent leur présence sur le territoire que parce qu'elles sont en démarche sous signe officiel de qualité. C'est pour ça qu'effectivement, elles ne représentent pas forcément, surtout en fruits et légumes, beaucoup de volume. Par contre, au niveau du territoire, au niveau des zones là où elles sont présentes, ces appellations-là peuvent être la seule agriculture encore présente sur ces territoires. Et là, on a un certain nombre d'exemples pour illustrer ça en fruits et légumes. On peut parler de l'oignon doux des Cévennes, on peut parler de l'ail ou du melon dans certaines zones, où sans les protections amenées par les démarches de qualité et la recherche de valeur ajoutée, puisqu'en fait, ces démarches-là s'inscrivent dans une logique de recherche de valeur ajoutée, on n'aurait plus ces productions-là présentes sur les territoires. Donc c'était à l'origine, comme dans le vin d'ailleurs, hein, il y a 80 ans, c'était créé pour défendre. C'était une défense de produits qui étaient malmenés à l'époque pour les vins par le négoce notamment. Oui, le vin, vous parliez, alors, pour être tout à fait exact, c'est pas quand même les Français, on n'est pas tout à fait à l'origine des marchés qualité. Les premières démarches qualité, elles servaient entre le Portugal et l'Angleterre sur un vin qui était le vin de Porto. C'était là qu'ont été lieu les premières démarches qualité. Et elles ont été après reprises, donc lorsqu'il y a eu les crises viticoles liées au phylloxéra, on en parle un petit peu ici, c'est quand même une région qui a été fortement frappée par ces problématiques-là. Et après les phénomènes de surproduction qui ont découlé, on ne va pas faire de la viticulture ici, mais l'origine est bien là. Et c'était effectivement pour assurer aux consommateurs une qualité et un produit et définir ce que c'était que le produit. Et l'autre intérêt, c'était pour les producteurs aussi, leur permettre de se protéger d'usurpation de vocables et d'usurpation de titres. Voilà. Très bien, bon, on va développer tout de suite avec un cas concret, avec Bernard Boredon. Qu'est-ce que ça a changé? Est-ce qu'il y avait besoin d'abord de le préserver? C'est une expérience récente que la vôtre. Est-ce que c'est un produit qui avait besoin d'être protégé? Pour quelles raisons il avait besoin d'être protégé et promu? Et quel premier bilan vous pouvez tirer de l'obtention donc de l'IGP Melon du Quercy? Donc tout à fait, les signes de qualité, pour la plupart en France, quand ils sont créés, c'est une collective de producteurs et souvent de petits producteurs liés dans un territoire. Nous, en melon, dans les années 90, il y avait une crise de melon, au niveau production dans le Quercy, les producteurs n'arrivaient plus à vivre de leur travail. De ce fait, on s'est rassemblés, on a formé une association, on s'est dit qu'il faudrait monter un signe de qualité, parce que notre melon, justement, il était reconnu de qualité. Donc de ce fait, on a fait un syndicat et on a créé notre association, et on a eu l'IGP en 2002. Donc IGP, c'est indication géographique protégée, c'est-à-dire qu'il y a un territoire comme un AOC, un territoire qui est protégé. Et dans ce territoire, on dit, bien là, il y a un savoir-faire des agriculteurs depuis plusieurs années, depuis plusieurs dizaines d'années, où, entre autres, le melon, il est très bon. Et donc c'est ce savoir-faire qu'on met sur un cahier des charges et on écrit tout ce qu'on fait. Et on fait tout ce qu'on écrit, évidemment. De ce fait, ça a permis, il y avait à côté de nous, là, en Gascogne, la même collective de producteurs qui voulait faire une IGP. Ils ne sont pas entendus parce que bon, une collective, c'est plusieurs hommes, plusieurs femmes, donc ce n'est pas évident de faire marcher cette collective. Et de ce fait, bien, en Gascogne, il n'y a presque plus de melons. Et dans le Quercy, il y a toujours cette zone où il y a toujours le même zonage, le même hectare, le même volume de melons. Ça a évolué, mais ça a permis justement à maintenir cette production de melons dans le Quercy. Et ce qui dit, quand on dit maintenir la production de melons du Quercy, c'est des hommes, c'est des femmes. C'est combien de producteurs pour ce qui vous concerne? Donc, il y a 200 producteurs dans cette zone, donc qui vivent, et 200 familles. Donc ça permet le tissu rural d'être toujours existant. Et c'est pour ça que c'est très important d'avoir mis en place ce signe de qualité, parce que comme il est reconnu au niveau du consommateur, évidemment on va le vendre un peu plus. Et si on le vend un peu plus, eh bien, ça nous permet, quand il y a une crise de melon, on a la crise de melon, mais on la passe plus facilement. Voilà. Ça ne veut pas dire que c'est pas difficile des fois, mais on passe plus facilement et c'est plus facile pour vendre. Et alors par rapport il y a certains entrepreneurs, producteurs qui sont assez gros, donc il y a une marque
d'entreprise, mais même cette marque d'entreprise qui est connue, comme en melon c'est Philibon, eh bien ils sont dans le melon du Quercy, ils vendent du melon du Quercy Philibon par exemple. Donc ça veut dire que l'un et l'autre n'est pas contre. On n'est pas là pour se contredire, quoi. L'un peut apporter un plus à l'autre, la marque d'entreprise forte et un signe de qualité à côté. Et ça vous a permis aussi de sortir de votre région. Quelle est un petit peu aujourd'hui, si vous avez une petite idée de la répartition de ce que vous vendez entre l'aspect régional et l'aspect national, voire à l'extérieur en fait, on vend peut-être 30% localement, mais après c'est sur toute la France, plutôt la région parisienne, la Belgique et la Suisse. Voilà. D'accord, ça n'est pas seulement local, ça non, voilà, maintenant national. Oui. Ça a permis justement le fait quand on va voir un acheteur, le fait d'avoir un signe de qualité, mais déjà ils savent le sérieux qu'il y a derrière, puisque nous sommes contrôlés par un contrôleur indépendant, et puis il y a l'INAO et Bruxelles qui est là pour contrôler si on fait bien notre travail. Donc cela, les acheteurs le savent, donc ça les rassure. Ils savent qu'on a un produit qui est sérieux. Et qui en plus qui est très bon. Évidemment, évidemment. Je vous remercie de ce témoignage. On va traverser la Méditerranée à présent. Avec vous, Takidine Cheradi, El Fadili. Je vous présente en quelques mots votre groupe qui est donc bien sûr présent à Medfel. Matisha Limouna, un groupe en fort développement qui est présent dans les primeurs, tomates, melons, diversification en agrumes. Vous êtes dans la région d'Agadir, au Maroc bien sûr. Vous disposez d'une plateforme logistique et commerciale à Saint-Charles. Et je ne crois pas trahir un secret, nous en avons évoqué la question tout à l'heure, que les signes de qualité et d'origine, ce n'est pas forcément votre tasse de thé. Et que pour vous, la qualité, c'est d'abord une qualité reconnue et mesurable pour les consommateurs. Enfin, voilà, votre philosophie est sans doute différente de ce qu'on vient d'entendre. Je vous remercie d'abord de m'inviter pour cette table ronde, pour ce 9e salon. Je salue mes confrères du nord de la Méditerranée. Je ne pense pas qu'elle est contradictoire, mais elle est complémentaire. Je tiens à rappeler que sur Limouna et Matisha, c'est de la pépinière à la commercialisation, une intégration transversale. Pépinière agrumes, pépinière primeur, production primeur et production agrumes, 3 stations de conditionnement, une plateforme à Perpignan, une plateforme en Russie, une commercialisation en Nord-Amérique, en Amérique du Nord, une commercialisation dans l'Europe, soit près de 160 000 tonnes produits pour en exporter 80 000. Déjà, le premier signe de qualité, c'est d'écarter près de 50%. Aujourd'hui, je pense que je suis très content qu'on soit autour de cette table pour parler de la qualité, de parler AOC, AOP, IGP. Et bien sûr, j'ai toujours dit, j'ai un dicton qui est dur, et je dis que dans cette mondialisation, quand on fait de la contre-saison, pour être compétitif, nous sommes condamnés à être qualitatifs. Mais est-ce qu'on doit être otage de la grande distribution après avoir été certifié EUREP-GAP, certifié Global Gap, BRC, HCCP, IFS, Nature Choice. Au Maroc, on a des mesures draconiennes sur la qualité. On ne peut sortir d'une ferme que si l'Office national de sécurité alimentaire vous a contrôlé. On ne peut sortir des frontières que si l'établissement autonome vous a contrôlé. Vous ne pouvez avoir une station de conditionnement que si vous avez une certification d'autocontrôle en qualité. Et puis, vous devez répondre aux normes et aux cahiers de charges de tous les pays où vous allez exporter. Alors, bien sûr, si vous êtes McDo en Russie, c'est être McDo en France. Mais ce qui est le plus difficile, c'est aujourd'hui de dire sur un produit conventionnel, est-ce que le marché va m'aider alors que les marges sont de plus en plus basses? Est-ce que le marché va être garanti? Est-ce qu'il va être plus rémunérateur pour l'ensemble de ces 650 petits producteurs pour faire en sorte qu'ils pourront évoluer, ou est-ce qu'on va nous segmentariser dans des marchés de niche comme on l'a vu Donc on a effectivement essayé de faire du terroir sur le melon charentais à Taroudante, ou bien
la labellisation de la clémentine de Berkane, puisqu'on est en agrumes. On avait le petit logo Maroc qui a été connu par l'ensemble et qui a été à un certain moment abandonné parce qu'on était sous une forme d'exportation de l'OCE où elle était commune, un seul exportateur, une seule qualité. Aujourd'hui, dans la diversification, je pense que déjà, on a avancé quand on a mis en place la certification Cali Méditerranée pour déjà avoir en contre-saison une qualité méditerranéenne du sud de la Méditerranée qui puisse répondre aux besoins du nord de la Méditerranée. Donc par exemple, Matisha France est certifiée Calimed. Elle sort un produit marocain qui devient méditerranéen et qui peut être européen. Pour revenir aux signes de qualité, puisque vous y tenez, moi je pense qu'effectivement, pour l'ensemble des regroupements des petits producteurs ici en France, il se doit de les protéger. D'accord ? Mais on ne pourrait pas aller plus loin que ces signes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, est-ce que, comme disait mon ami, on espère à mieux vendre, mais on ne nous garantit pas une meilleure vente. Et parfois, tout ce qu'on met dans les bureaux d'accompagnement pour essayer de protéger ces référentiels, ces cahiers de charges, est-ce qu'on est en mesure d'accompagner les petits producteurs pour qu'ils soient tous sur le même... Je pense qu'on va développer cet aspect valorisation auprès des producteurs, parce que c'est le nœud de la question, effectivement. Merci. On va revenir. On va finir ce premier tour de table avec Abderrahmane Belkhalfa. Je l'ai dit, vous êtes consultant indépendant, spécialiste en microéconomie, mais vous avez eu d'importantes responsabilités en Algérie qui vous donnent une vision globale sur la politique agricole de votre pays. J'ai pu m'en rendre compte par nos échanges depuis 2 jours, et notamment sur le positionnement qualitatif de votre origine, Algérie. Alors si j'en crois ce que nous nous sommes dit, vous dites que l'ambition d'abord de l'Algérie en matière agricole, c'est de reconquérir son marché intérieur, et là il y a du boulot, si je puis dire. Mais aussi, déjà, vous avez en tête d'exporter. C'est déjà le cas dans un certain nombre de productions, mais je pense que vous allez le rappeler. L'Algérie est redevenue exportatrice sur un certain nombre de fruits et de légumes. Et que pour vous, il y a dans cette politique d'exportation une place pour une politique d'identification et de qualité un peu à l'européenne, qu'on va détailler. Vous m'avez parlé notamment du bio et terroir. Voilà, est-ce que vous pouvez développer un petit peu ce positionnement export pour des produits d'origine et de qualité? Oui, merci. Je suis content d'être pour la première fois dans un milieu qui n'est pas le mien. Je ne suis pas agronome, mais je suis un homme qui regarde les filières, leurs croisements sur les marchés, leur valeur ajoutée, notamment dans les grandes économies, comme l'économie algérienne. Et c'est vrai que les questions relatives à la qualité sont des questions qui s'imposent à nous maintenant. S'imposent à nous pour des raisons internes et pour des raisons externes, parce que vous savez que mon pays est le marché le plus ouvert peut-être de la région, puisque c'est un pays qui, bon an mal an, que le pétrole soit haut et bas, domicilie, accueille plus de 70 milliards de dollars, dont une grosse partie, parce que c'est un marché solvable, très fort, un modèle de consommation extrêmement élevé. Et donc les questions d'identification de qualité s'imposent chez nous, d'abord pour une protection, parce que nous recevons des quantités alimentaires et agricoles de beaucoup de pays, des pays parfois lointains. Donc il y a une protection du consommateur. Et puis c'est vrai qu'en plus maintenant le pays a investi depuis plus de 15 ans et il devient excédentaire sur un certain nombre de filières. On parlait de la pomme de terre, le pays devient excédentaire. On est excédentaire dans une année sur le raffinage de sucre. Donc les signaux de qualité sont un élément, non seulement de protection, mais de compétitivité. Mais il y a une démarche fondamentale dans notre pays. D'abord, les questions de sécurité alimentaire du pays sont en premier plan.
Et une question fondamentale, c'est que la compétitivité par les coûts ne doit pas toucher un principe. Nous pensons que l'agriculture algérienne, parce que c'est un grand pays, extensive, nous ne sommes pas arrivés à un niveau de productivité exagéré, pas à un niveau de numérisation exagéré, pas un niveau de fertilisant exagéré. Vous avez encore de l'olive qui passe 3 mois, 4 mois sous le soleil naturel. Vous avez des melons, puisque notre ami parle de melons, des melons qui sont sur leur lit pendant un nombre de mois suffisant. Donc il n'y a pas un dopage excessif et dans la qualité comme un élément de valorisation et de singularisation, pas comme un élément discriminant. Je suis d'accord avec mon ami, il ne faut pas que ce soit un élément discriminant, mais un élément de valorisation, nous cultivons et nous installons dans le terroir plus bio, à commencer par la date, en allant à l'huile d'olive, en allant à la clémentine qui est d'origine algérienne, en allant à une série à la pomme de terre, au poivron. Et ensuite, mon pays, vous savez, en 15 ans, a 2 agricultures, 2 régimes agricoles qui se complètent et qui font que la saisonnalité a été complètement adoucie, puisque nous avons une agriculture méditerranéenne au nord et une agriculture saharienne au sud. Et les pommes de terre, les poivrons, les tomates, les cerises qui viennent du sud, en dehors de la saison, complète ce qui vient du nord. Et donc sur ces questions-là, les notions de qualité, produits du terroir plus produits bio, avec un élément important de non-dopage, est une ligne stratégique de mon pays, notamment pour les marchés à venir. On va parler aussi de l'articulation, parce que je pense que c'est essentiel entre marché domestique et export, comme vous avez déjà un petit peu développé. Et c'est un des aspects que je voudrais voir avec vous. Donc on a vu l'aspect, enfin voilà, côté français. On a vu que ça fonctionne bien, la défense d'un certain nombre de produits de niche en France, en fruits et légumes, grâce aux appellations. Elles les ont préservées, sauvées. Mais est-ce que ça leur ouvre des perspectives de développement pour autant, notamment sur des marchés à l'exportation? Est-ce qu'on n'est pas un peu en train, en développant cette politique d'identification, peut-être à l'excès, de se refermer derrière des frontières, derrière notre marché domestique? On l'a vu, c'est la conférence d'hier sur le commerce extérieur, le solde français baisse de manière assez inquiétante en fruits et légumes. Ça n'est pas de la faute des AOP et des IGP, mais vous voyez le tableau que j'essaye un peu de brosser. Alors, moi je ne le dirais pas comme ça. Je crois qu'on est tous d'accord autour de la table pour dire qu'il y a plusieurs marchés, plusieurs types de produits et plusieurs secteurs sur lesquels on va se situer et que les démarches qualité n'ont pas d'objectif de devenir un produit standard. Sinon, voilà, l'objectif, c'est bien, on est bien sur un marché de niche, un marché qui permet le développement dans des zones spécifiques, mais ça ne remplacera pas la production, et les productions, c'est complémentaire. Pour qu'il y ait ce marché de niche, il faut que d'autres structures qui sont peut-être plus compétitives sur d'autres atouts et qui ne sont pas forcément les mêmes que ceux que l'on va retrouver dans nos démarches-là, puissent satisfaire le marché des produits courants et des produits conventionnels. Et là, on est vraiment sur de la complémentarité et je pense que là, qu'on soit d'un côté de la Méditerranée ou de l'autre, on a chacun nos atouts et nos faiblesses et il faut en tenir compte. Là, la difficulté, c'est d'opposer les schémas. On a typiquement dans notre grande région Occitanie, on a des gens qui vont commercialiser une partie de leur production ou un type de verger en signe officiel de qualité parce qu'ils sont en signe officiel de qualité sur cette production-là, et en conventionnel parce que sur une autre partie, ils sont en conventionnel. Donc on est souvent aussi sur de la polyculture, donc les gens ont plusieurs activités agricoles. Donc ce sont vraiment des marchés complémentaires et qui ne doivent pas être placés en opposition, même si on a tendance de façon un petit peu raccourcie à se trouver parfois en opposition. C'est vraiment dans la complémentarité. Je rajouterai quand même aussi que pour pouvoir monter ces démarches-là, il faut qu'il y ait la rencontre de plusieurs facteurs. Il faut d'abord qu'il y ait un produit
parce qu'on a des démarches qualité où finalement, une fois qu'on a fini la démarche qualité, qu'on a fait les cahiers des charges, qu'on a fait tout ça, on s'aperçoit qu'on n'avait pas le produit ou qu'il n'y a pas le marché en face. Donc il faut bien que ça corresponde à une demande. On a un produit, on a des hommes pour le porter, on a un territoire et on a un savoir-faire. Quand on a tous ces ingrédients, on arrivera à faire une démarche qualité. Et la force pour nos démarches, c'est les aspects collectifs qu'il y a derrière qui permettent d'avoir une approche en filière et une approche dans un certain nombre des exemples qui ont été présentés. On voit bien qu'on a, avec les atouts du pays, les atouts de la zone de production, on a peut-être d'autres atouts qui ne sont pas forcément les mêmes et qui ne sont pas organisés pareil et qu'il faut travailler peut-être un petit peu différemment. Bernard Bourdon. Au niveau du marché, ce qui vient d'être dit, c'est tout à fait vrai. Moi, je vais vous donner un exemple pour le melon. Il y a 10 000 tonnes de melon dans le Quercy, mais sur ces 10 000 tonnes de melon de Quercy qui respectent le cahier des charges, tout ça, il n'y en a que 5 000 qui partent avec l'étiquette melon du Quercy. Donc ces 5 000 autres tonnes, eh bien, elles vont sur le marché, grande surface, elles vont à l'export et tout ça. Mais si on n'avait pas eu l'IGP melon du Quercy, il n'y aurait pas eu les 10 000 tonnes au départ. Et donc de ce fait, nous, au niveau de notre région, il n'y aurait pas eu de melon. Et donc de ce fait, là, l'agriculture française aurait davantage diminué. Ces IGP, ces AOC et ces labels rouges ont permis justement que les agriculteurs puissent rester sur le terrain. Et donc, évidemment, on ne vend pas tout. En label rouge, ils doivent vendre 10-20%. En AOC, c'est pareil. Toute notre production n'est pas vendue sous le signe qualité. Et de ce fait, ça permet justement d'avoir la production et d'aborder des marchés en plus de ce signe qualité qui est vendu, qui est revalorisé. Et le consommateur, eh bien, certains sont prêts à payer un peu plus un signe qualité ou une marque connue, qui ne peut être pas signe qualité, mais une marque connue, mais qui est de qualitative. Et puis après, il y a aussi, avec un certain prix, un melon ou un fruit et un légume qui est tout à fait qualitatif, mais moyen, voilà, standard. Il en faut, et puis donc il le faut pour tout le monde. Mais c'est vrai que les signes qualité ont permis à différents producteurs de rester dans leur région et de pouvoir continuer à faire davantage de volume que s'il n'y avait pas eu de signes qualité. Mais alors, est-ce que, j'entends bien ce que vous dites, mais est-ce que pour autant, il y a une possibilité de développement de volume pour ces producteurs qui s'installent dans votre région? Est-ce que 5000 tonnes, c'est le plafond que vous ne dépasserez pas? Ou est-ce que qu'est-ce que vous donnez comme perspective? Non, nous, la progression, je crois que dans tous les signes de qualité, la progression, elle est là. Nous, à Melon, il y a un marché et un signe de qualité, si on y est, nous, on peut augmenter, il n'y a aucun problème. Alors là, il n'y a aucune limite. Hein. C'est vrai, vous pouvez doubler votre production dans les 10 ans, par exemple? Ça serait envisageable? Vous l'envisagez? Oui, c'est ça. Doubler, je ne sais pas, mais parce que bon, ça se fait petit à petit. Mais au niveau des signes de qualité, il y a un marché, mais on est demandé, quoi. Voilà. Mais par contre, comme il y a un cahier de charges à respecter, comme il y a un territoire à respecter, bien on ne peut pas augmenter comme on veut, parce qu'il y a justement un cahier des charges à respecter, donc c'est contraignant ce cahier des charges. Donc de ce fait, il peut y avoir plus de producteurs et plus de volume, mais c'est pas l'infini, quoi. Parce que justement, c'est pas un volume qu'on peut mettre n'importe où. Merci. Peut-être une réaction de l'autre côté de la table à ce qui vient d'être dit. Takini nous avait parlé tout à l'heure de l'origine Maroc. C'est une première question sur laquelle je voulais vous relancer. Pour quelle raison effectivement cette marque qui est bien connue de tous, je pense, a été un petit peu mise de côté? Est-ce que on ne pourrait pas capitaliser à nouveau sur cette origine Maroc? Est-ce que vous avez l'air de plaider pour ça, pour une qualité standard élevée, derrière laquelle vous pouvez rassembler l'ensemble de votre production? Merci. Déjà, je disais tout à l'heure que sur une production vouée à l'export, qui n'est pas une production pour un marché local, on est obligé d'écarter plus de 50% de la production. Aujourd'hui, le fait qu'on avait un seul exportateur, qui était l'Office chérifien des exportations OCE, on avait le même type de conditionnement, on faisait du standard, une première catégorie, une deuxième catégorie, du label rouge, et c'était un seul choix par rapport à un seul marché et une seule expédition. Aujourd'hui, il est devenu difficile. C'est-à-dire que par rapport aux réactions de mes amis, de mes confrères dans la production, je dirais aujourd'hui qu'on est condamné à faire de la qualité pour que quand les prix s'écroulent, que la qualité puisse sortir en premier. On n'a plus une valorisation
pour moi d'être encore plus qualitatif et d'attendre par exemple, de la labellisation de la clémentine de Berkane ou de Charentais qu'on fait sur Taroudante en IGP, une valeur ajoutée de 0,1 ou 0,2 euros, alors qu'elle nous a coûté beaucoup plus cher à mettre en place de l'autre côté de la Méditerranée. Donc, pour moi, il serait important de revenir sur le fait qu'on n'a jamais eu un problème de vache folle dans les fruits et légumes, de grippe aviaire. On a eu un pseudo-problème il y a 4 ans sur le concombre espagnol. Il s'est avéré que c'était 2 cas de mortalité dans le monde. Je pense qu'aujourd'hui, quand on voit sur le pourtour de la Méditerranée qu'une consommation d'une année de fruits et légumes représente les résidus d'une tasse de café d'Amérique latine, je pense que déjà on est dans une certaine qualité pour le consommateur. Mais ça, personne ne le sait. Vous le savez, mais est-ce que le consommateur le sait? Je voudrais revenir sur ce que vous avez dit tout à l'heure. Vous avez parlé notamment de Cali Méditerranée. Vous avez dit toutes les règles à laquelle vous devez vous plier pour pouvoir exporter ou pour vendre à des distributeurs. Mais ça, personne ne le sait jusqu'au consommateur. Donc, effectivement, c'est peut-être là où on pourrait être un peu plus percutant, c'est qu'on n'a pas suffisamment, nous les producteurs, dans la communication, essayer d'avoir un lobbying par rapport aux approvisionneurs ou à la grande distribution. C'est qu'on est toujours en arrière, on n'a jamais su défendre le produit. Aujourd'hui, peut-être, quand on voit effectivement les avancées qu'il y a sur les certifications, quand on parle du produit conventionnel, quand on parle du bio, quand on parle des AOP, AOC, IGP, peut-être est-ce qu'il ne faudrait pas revenir à la demande du consommateur qui veut toujours de la saveur, de la fraîcheur, sur une certification qui va être nature. Mon collègue, ce qu'il parlait, c'était d'avoir un produit naturel à la consommation pour le consommateur. Et on est tous d'accord des deux côtés de la Méditerranée. Mais seulement aujourd'hui, est-ce qu'on peut peut-être augmenter les volumes de melons alors qu'à la même période, le Costa Rica va être 3 fois moins cher et il peut remonter d'Amérique latine sur la Hollande et desservir la grande distribution à partir de Rotterdam par rapport à un melon qui est produit de bonne qualité dans la région. Donc je pense qu'il faudrait un équilibre par rapport au respect des saisonnalités de production et de la complémentarité de la contre-saisonnalité. Autrement dit, je pense qu'effectivement, quand on voit aujourd'hui quelle est la part des fruits et légumes dans le panier de la ménagère, et qu'on voit que ce soit à Moscou, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en France, qu'aujourd'hui on achète par pièce et qu'on essaie d'acheter de la qualité, que le consommateur ou la consommatrice, la ménagère, va sur la qualité, mais est-ce qu'on n'a pas pris en otage le producteur et on lui demande d'être compétitif sur de la qualité avec un prix complètement dérisoire pour pouvoir produire Et je pense que il faudrait à un certain moment décider de savoir où on peut s'arrêter. Mais on est tous friands de faire avancer cette qualité, de pouvoir homogénéiser. De la garantir. De la garantir. De la garantir. Par exemple, on reprend aujourd'hui les barrières douanières ne seront plus des barrières douanières matérielles où on va que payer un dédouanement. C'est des barrières douanières phytosanitaires. Quand on voit les plus draconiennes, pour un produit, par exemple, alors que la logistique avance, avant on faisait de la Russie sur un mois, on fait aujourd'hui de la Russie en 9 jours. On faisait de la France sur 15 jours, aujourd'hui on la fait en 2 jours. Aujourd'hui, on voit par rapport aux spécificités, besoins, que le produit, c'est pas le même produit qu'il faut envoyer en Russie, en France ou en Pologne, que les Russes, par exemple, vous donnent tout un cahier de charge qui est encore plus exigeant que les draconiens par rapport à la France ou à l'Allemagne, qui sont. Je pense qu'il faudrait peut-être revoir
notre façon, qui est, Le saine standard. qui est saine au bord de la Méditerranée de production par rapport à ce qu'on fait en Amérique latine. Donc avec etc. une sorte de convergence des deux côtés de la Méditerranée sur des standards, notamment en matière d'intrants. C'est ça que vous dites. Oui, je pense que aussi, c'est un avis personnel. Moi, je regarde les filières et les développements de mon pays, mais de pays aussi de même taille. Ce qu'une démarche qualité à outrance a aussi des aspects négatifs. D'abord, nous ne sommes pas favorables à une démarche qualité interne, une démarche qualité externe. La dualité d'une démarche de qualification de nos produits ne nous semble pas une bonne politique. On fait la différence entre une norme phytosanitaire, celle-ci doit protéger, mais une norme de qualité de goût, de saveur, il ne faut pas qu'on aille jusque-là, à tel point qu'on va segmenter le marché entre des produits banalisés qui sont destinés au marché intérieur et des produits de high qualité qui sont destinés. Ça, non. La dualité dans la démarche, nous avons cette tendance qui dit sécurité alimentaire, donc il faut 70 à 80% de produits qui soient destinés à une couverture locale, et le reste étant destiné à une agriculture exportatrice, mais jamais l'inverse. Deuxième chose, vous avez raison, mon ami a raison, il y a eu un excès, et actuellement les contraintes moi, par ailleurs, vous l'avez dit tout à l'heure, j'étais ministre des Finances, et donc je regarde les barrières aux frontières. On utilisait les droits de douane. Les droits de douane, tout le monde maintenant a démantelé, à commencer par mon pays qui a démantelé complètement les droits de douane dans les accords d'association et dans les accords de libre-échange. Et maintenant, la norme est devenue presque un repoussoir, un mouvement généralisé, et non seulement repoussoir, mais parfois exagéré. Et pour quelques grammages supplémentaires d'une norme qui n'est pas officiellement à caractère universel, on peut vous refuser l'accès au marché. Et donc cette tendance à un lobbying par les normes qui ne sont pas les normes de l'OMS, parce qu'en termes de santé, nous avons l'OMS, mais en termes d'agriculture, on ne peut pas aller jusque-là. Moi, je pense que la fluidité à l'avenir consiste à travailler effectivement sur les normes phytosanitaires, sur les normes de qualité pour la sécurité, mais pour la protection de la santé, mais à ne pas pousser le bouchon jusqu'à un moment donné, dire jusqu'à des régions, des entreprises, à normaliser les choses et à pousser jusque-là. C'est une contrainte, c'est un blocage au flux de biens et de services et au flux de produits agricoles qui peut un jour segmenter les marchés. Alors je pense que vous allez réagir, mais je voudrais un peu orienter votre réponse si possible, parce que j'ai l'impression d'entendre quand même que la norme qualitative, c'est aussi une norme de qualité sanitaire supérieure, disons, et on ne va pas se mentir, plutôt bio, quoi. Que c'est ça un petit peu le segment qualitatif qui est un peu international dans ce domaine. Est-ce que là, ce n'est pas une faiblesse de la politique d'identification française, enfin de la philosophie française d'identification par l'origine, par rapport à cette norme un peu internationale qui est l'organique ou le bio? Alors, moi, je ne voulais pas trop réagir là-dessus. Je voulais revenir sur un point qui est très important dans ce qui a été dit. Il y a deux choses, il y a une chose quand même qui différencie un peu les démarches sur lesquelles on parlait. La difficulté que vous relevez, qui est tout à fait réelle, et il y a besoin que les producteurs se saisissent des enjeux de qualité sur la rédaction et la propriété, parce que ça c'est un élément très important, parce qu'actuellement ce n'est pas les producteurs qui ont rédigé les principaux cahiers des charges qui mettent le niveau qualitatif, ce n'est pas les producteurs, et les producteurs doivent y être intégrés, doivent y participer. C'est pas, voilà, c'est plutôt des acheteurs qui s'en servent un petit peu quand ils en ont besoin. Nous là on parle de quelque chose dans le cadre de nos démarches qualité d'un peu différent, c'est-à-dire c'est les producteurs qui ont rédigé eux-mêmes les exigences et qui vont s'appliquer pour pouvoir garantir. Alors il y a bien sûr l'État l'État et l'Europe qui garantissent la validité des cahiers des charges, mais c'est des exigences supplémentaires que se mettent les producteurs. La difficulté sur l'organisation, et là je pense qu'on se rejoint tout à fait là sur le partage de ces impressions-là, on est dans un dispositif où la qualité des produits agricoles a complètement échappé à la production. Et là c'est un enjeu. C'est un enjeu. Et c'est un enjeu problématique. Quand on est toujours
je vais peut-être un peu choquer, mais on est toujours trop cher par quelqu'un qui est toujours moins cher que nous et qui amènera des produits qui vont être assimilés en termes de qualité à nos produits. Sur les produits conventionnels, on trouve toujours quelqu'un qui arrive à produire moins cher que nous. Et à un moment donné, quand on est tous mélangés et qu'on ne s'applique pas tous les mêmes règles, ça ne peut pas aller. D'où l'intérêt en région. Donc ce constat a été fait il y a presque 25 ans sur un certain nombre de productions. Ça partait d'une démarche donc, de la profession agricole, relayée après au niveau de Midi-Pyrénées par la région qui a accompagné le développement donc, de ces démarches-là au travers de l'IRCALIM, qui partait tout à fait de ce constat-là. C'est à un moment donné, dans ce marché-là, on trouve toujours quelqu'un qui est moins cher sur ces produits-là. Et pour nous, qui avons à un moment donné des problèmes techniques et des adaptations techniques, eh pour aller chercher la valeur ajoutée, il faut se démarquer. Voilà. Bernard Bourdon. Oui, je voulais réagir moi sur les deux propos, donc pour abonder et puis apporter. Vous pouvez contredire aussi, hein, si et vous contredire voulez. aussi, oui, non, mais on est là, on a peut-être des points de vue différents, mais on est là pour abonder et pour faire avancer notre filière fruits et légumes en tant que producteur ou expéditeur ou ceux qui sont dans la filière. Au niveau saisonnalité, donc il a été dit, vous avez dit que ça serait bien qu'on puisse entendre parce que la saisonnalité en fruits, tout ça c'est important. Je sais qu'en melon, nous c'est très important et on y veille. Demain à 11h30, il y a la prévision récolte melon et on commence par ce qui se fait au Maroc, par ce qui se fait en Espagne, ce qui se fait en France, parce que pour le consommateur français, le melon, eh bien, il y en a au mois de mars, au mois d'avril, au mois de mai, juin, juillet, août, septembre, octobre. Mars-avril, c'est le Maroc, donc c'est normal d'en parler. Et le melon du Maroc, quand il arrive, surtout le charentais jaune, tout ça, donc il est de qualité. Et quand il n'était pas de qualité, comme il y a 5 ou 10 ans, eh bien, il arrivait mal à vendre et tout ça. Donc vous avez fait des efforts de qualité et ce qui est bien pour le consommateur. Et ensuite, il y a l'Espagne qui arrive, mai, juin. Juin, juillet, août, c'est la France. Donc la saisonnalité avec du melon de qualité, eh bien finalement le consommateur s'y retrouve, que ce soit signé IGP ou pas. Et au niveau de la qualité, vous avez dit que pour le moment dans votre pays, vous ne souhaitiez pas tellement faire la qualité sur le goût, la saveur. Bon. Mais il y a une quinzaine d'années, en France, c'était exactement pareil. Le consommateur ne le demandait pas. Il voulait des tomates qui brillent, des pommes qui brillent, des jolis fruits, tout ça. Mais la recherche a fait qu'on produisait beaucoup de tomates, beaucoup de fraises, beaucoup de melons. C'est un petit peu la distribution qu'il demandait aussi. Et de ce fait, on est d'accord. Mais de ce fait, le consommateur, au bout d'un moment, il avait des tomates trop dures, qu'il n'a plus aimé. Donc, il s'en consommait de moins en moins. Et pareil pour le melon, tout ça. Donc, depuis 10-15 ans, les semenciers, les producteurs et tout le monde a fait des efforts. Il y a la segmentation tomate où le consommateur retrouve le goût, et ce qu'il avait en mémoire quand il était petit, il mangeait bonne tomate. Le melon, c'est pareil. Il y a 91% de consommateurs satisfaits en melon. Mais satisfait en melon, pas à cause du sanitaire, parce que le melon, il a du parfum, il a de la saveur, et il fait rêver quand on mange une tranche melon. Et donc c'est tout cela qui est fait au niveau évolution semences en fruits et légumes, et c'est pour ça que nous, en IGP ou en AOC, on met en plus ces variétés qui sont goûteuses, mais en plus avec notre territoire, avec notre terroir, notre climat, qui font que ce fruit sera un peu plus savoureux. Mais on a été obligé d'aller vers là, mais c'est vrai qu'il y a 15 ans, nous, producteurs, on disait on ne va pas aller là parce que c'est plus facile de faire un produit qui rend beaucoup et on savait faire. Mais on nous l'a demandé. Alors la grande distribution, le consommateur, je ne sais pas, mais on a été obligé d'aller là pour continuer à vivre et pour continuer à faire notre métier de producteur. Pour compléter, donc est-ce qu'on, puis bientôt pour conclure, parce qu'on va pas tarder à devoir conclure, Takidine, on a vu qu'il y avait des philosophies un petit peu différentes d'un côté et de l'autre de la Méditerranée. Est-ce qu'il y a quand même une petite place? Est-ce qu'on peut espérer qu'on développe la clémentine de Berkane, le melon de Taroudan? Est-ce que vous pouvez jouer un rôle là-dessus? Je voudrais juste rappeler quand même que la date d'Eglet-Nour, excusez-moi. Non, juste rappeler que effectivement ce que vous avez dit est important côté français, ces appellations sont portées par les producteurs. Ça a été transféré dans les pays du Maghreb, beaucoup à l'initiative des pouvoirs publics qui ont transféré ce système là-bas, ce qui fait que les choses, la greffe ne prend pas forcément tout à fait de la même manière. Mais est-ce que les producteurs pourraient s'emparer de quelques dossiers un peu savoureux comme ceux que j'ai cités, Takidine? Est-ce qu'on pourra déguster ces produits-là en France dans
dans les années qui viennent. Et puis j'aurai la même question pour l'Algérie, bien sûr. Bon. Moi, je pense qu'il ne faut pas oublier le passé. Cocteau disait « je me rappelle de l'avenir », mais en 1900, les pionniers du maraîchage au Maroc étaient bien des Français, sous protectorat. On a commencé à faire de la clémentine, on a fait de la fraise, on a fait de la tomate. Et je pense qu'aujourd'hui, en qualité, tous les groupes et tous mes collègues du sud de la France qui sont installés au Maroc pour faire du melon, pour faire de la tomate, ils sont qualitatifs. Aujourd'hui, ils vont même chercher au Sénégal un peu plus de précocité, ils sont qualitatifs. Aujourd'hui, est-ce qu'on est assez solidaire pour dire que les marchés ne sont plus rémunérateurs? Est-ce qu'on est assez solidaire pour dire que le melon IGP n'est pas rémunéré à sa juste valeur par rapport à la différence que va payer le consommateur? L'intermédiation de la grande distribution via ces 3 ou 4 plateformes où elle se prend des commissions est devenue le frein de la qualité pour le consommateur par le producteur. Donc moi je pense qu'effectivement il y a de la place. Mais quand on regarde ce qui se passe pour le lait, quand on regarde, quand vous avez parlé tout à l'heure du vin, que le petit producteur en France, il a fallu en 98 pour la mondialisation aller apprendre à produire qualité en Californie ou en Argentine pour pouvoir revenir et avoir le même vin. Il fallait le faire, ils l'ont fait. Il y en a qui sont maintenant à AOC, mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il y avait un savoir-faire à emmener dès 98 pour pouvoir revenir et pour pouvoir être à niveau dans la compétitivité sur des vins aujourd'hui qui sont en complémentarité. Donc je pense qu'effectivement, on aura toujours besoin de précurseurs, parce qu'ils sont précurseurs en qualité. Même si mon ami rappelait que effectivement les Anglais ont mis des... Mais les Anglais, c'était bien sûr par rapport à des marchés. Et aujourd'hui, même si on veut, je pense qu'on ne doit plus être otage de nos marchés, mais qu'on doit être dans la participation. Voilà, merci. Merci Taguine. Un mot, est-ce qu'on peut s'emparer de ces produits d'origine de manière un peu plus dynamique en Algérie? Est-ce qu'il y a des ambitions, des producteurs qui ont l'ambition d'aller chercher les consommateurs? Encore une fois, regard de quelqu'un qui n'est pas dans l'agriculture, mais dans l'économie, la microéconomie, la différence entre la démarche qualité des produits industriels et des produits agricoles est tout à fait différente. En produits industriels, plus on standardise, plus on mondialise, plus la norme devient un seuil, plus c'est bon. Parce qu'un téléviseur, un véhicule, qu'il soit fabriqué à Alger, à Agadir ou en France, doit être au même niveau. En production agricole, ce sont des productions vivantes. Alors en production agricole, pousser une démarche qualité jusqu'à un groupe d'entreprises dans un site et plus tard l'imposer comme étant presque un blocage aux frontières, ça c'est un peu dangereux. C'est pour ça que il y a d'abord il faudra préserver effectivement je vous l'ai dit, les origines. Nous travaillons en Algérie sur ces questions de terroir et de bio. Il y a des choses qui sont particulières. Je parlais de la date, nulle part nous et quelques pays du Golfe qui ont la date de Gletnor. Et donc il y a des choses qui sont stricto sensu dans un pays. Mais les autres qui sont maintenant, puisque les frontières s'ouvrent, je pense qu'il faudrait en arriver à desserrer un peu les taux sur des normes trop nationales, sur des normes trop locales, parce qu'en bout de chaîne, ils gênent une fluidité souhaitée entre les pays, d'autant plus que parfois, sur des considérations de coûts, vous avez des consommateurs qui sont privés d'un produit de meilleure qualité, mais ne portant pas l'effigie du voisin, n'est pas recevable. Et donc, dans ce grand marché méditerranéen, moi, c'est un avis personnel, nous plaidons en faveur certainement, de respect des traditions et des normes locales, mais d'une fluidité de produits telle que le mouvement entre les marchés ne soit pas gêné
par des considérations trop locales. Local. Voilà. Ça ne nous empêchera pas de manger des dattes de Biskra, voilà, ou des dattes des vallées du Sud, ou voilà. Hein. Bon, je vous remercie. On doit clore cette très intéressante et amicale table ronde, et on se retrouvera demain. Merci à vous. Merci.